Bonsoir tout le monde, bienvenue encore une fois cette semaine à l'OVNI Show, la seule émission diffusée en Mauricie où on parle exclusivement ou presque du phénomène OVNI. Mon nom est Jean Lavergne et je serai avec vous jusqu'à 20h. Cette semaine, dernière émission de la 5e saison de l'OVNI Show. Pour cette dernière émission, j'ai comme deux petits cadeaux. Je rencontre par Skype Richard Glenn qui vient nous parler de son congrès ufologique qui aura lieu à la fin mai. Et en deuxième partie d'émission, je rencontre Yann Vadnet qui vient nous expliquer une de ses démarches qui va mettre en valeur l'ufologie québécoise. De retour à l'OVNI Show, on va se diriger immédiatement vers une entrevue que j'ai réalisée cette semaine avec Yann Vadnet qui vient nous expliquer une démarche assez intéressante, même un petit peu exceptionnelle de la part du Garpan envers la recherche ufologique québécoise. Donc sans plus tarder, Yann Vadnet du Garpan. Bonsoir Yann Vadnet, bienvenue à l'OVNI Show en cette dernière émission de la 5e saison cette année. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour tout le monde. OK, ça me fait plaisir de t'avoir encore à l'émission. Toi, t'as lancé une commission sur la recherche ufologique au Québec. Conte-moi ça, raconte-moi un petit peu le processus, puis après ça, on s'en ira vers où est-ce que c'est rendu. Ça marche? Ben d'accord. Semble-t-il que c'est assez important pour que vous m'invitiez une deuxième fois dans la même 5e saison. Ben, ça m'intrigue. D'ailleurs, félicitations, Jean, pour cette 5e saison. Merci J'espère que tu beaucoup. vas revenir l'année prochaine. Ben, c'est prévu. À date, c'est prévu. Bon. Fait que, bien entendu, le milieu ufologique québécois est en grand essor depuis 2009. Il y a Jean Cazot qui a fait beaucoup de travaux, puis des nouveaux chercheurs. Ouais. Dans cette dynamique-là, le Garpan aussi est très actif. Et puis, en début janvier, on a lancé un nouveau projet qui se veut, une commission d'enquête sur les ovnis au Québec, c'est-à-dire une commission d'enquête sérieuse et rigoureuse qui serait présentée au gouvernement dans 18 mois à la fin de 2016. OK. Ça regroupe quoi? Ça regroupe qui? Bien, évidemment, étant donné que ça se veut une commission un petit peu semblable aux commissions Charbonneau de ce monde, Ouais, ouais. peut-être avec plus de légitimité et d'authenticité, c'est-à-dire rassembler des chercheurs québécois et canadiens qui ont connaissance du milieu de l'ufologie au Québec, parce que, les chercheurs du Canada, parfois, ils ont des cas du Québec, et puis on voulait rassembler le plus de nos collègues, de nos confrères, en vue de faire un travail d'équipe, parce que ça serait la seule façon d'être légitime auprès du monde scientifique, auprès des académies, auprès du public, auprès des médias, puis enfin auprès du gouvernement. Ouais, des instances officielles, dans le fond. Là. Oui. C'est ça. Et puis, on avait quand même un bon plan. J'ai fait un document de 12 pages qui était envoyé à de nombreux de nos collaborateurs. Alors, les gens pourront voir que ça se voulait un plan bien pensé, dans le sens que, bien sûr, ça prend des spécialistes qui connaissent le domaine plus que des scientifiques qui n'ont jamais pensé aux ovnis. Ouais. Mais ça prend plus que ça pour que ça soit une commission d'envergure. C'est pour ça que j'avais, dès le départ, invité des observateurs internationaux, c'est-à-dire des spécialistes de Belgique, de France, d'Italie et de d'autres pays comme ça, qui eux-mêmes font partie d'organisations dans leur pays ou qui ont déjà fait des projets semblables pour leur nation. OK. Et puis aussi, on voulait d'autres types d'observateurs. C'est des gens qui m'ont donné des conseils. Moi, j'ai parti le projet, mais j'avais pas toutes les idées. J'ai eu de très bons avis, de très bonnes informations de nombreuses personnes que je dirais en cours d'émission. OK. Entre autres, pour une telle commission, ça prendrait aussi des observateurs scientifiques et même des observateurs politiques, comme des députés du Québec qui, tout au long de notre commission, qui voulaient procéder en étapes. À chacune des étapes, les participants, les observateurs recevraient des documents et puis auraient des petits sondages à remplir sur le bon fonctionnement de notre commission. OK. Mais est-ce que aller chercher des politiciens pour parler d'OVNI, tu trouves pas ça un peu dur? Pas pour parler, ça serait simplement des observateurs politiques, dans le sens, si au moins nous avions quelques députés au niveau provincial ou fédéral qui suivraient du départ jusqu'à la fin de notre commission, mais ça donnerait au moins plus de crédibilité, même si en bout de compte, disons, chacun des observateurs aurait une lettre d'appui ou de désappui, de désaveu en bout de compte sur est-ce qu'on a procédé avec scientificité, est-ce que c'était transparent, est-ce que les cas qui sont présentés vont dans le sens de la démonstration que nous voulons faire. Ouais. Dans le fond, ce que tu voudrais de ces gens-là, c'est laissez-nous vous le dire, puis après ça, vous déciderez si on est dans bon ou non, dans le fond, c'est ça.
Oui, Pas, ben pas nécessairement bon, mais je veux dire si c'est légitime ou non. c'est ça. De notre point de vue, nous, on le sait que c'est légitime. Non, non, je le sais bien, là, mais je veux dire, il faut se placer au-dessus. Là. Nous autres, on n'est pas des bons critiques de notre travail, là, tu sais. Mais dans le fond, ce que tu demandes à ces personnes-là, ces observateurs-là, qu'ils soient politiques au niveau du Québec, ce serait de pas nécessairement cautionner la recherche ufologique au Québec. Ce serait plutôt de regarder ce qui se fait, puis de voir après si ça vaut la peine ou non. C'est ça que tu veux leur dire. Oui, parce qu'il est grand temps que tant les académiques, les observateurs, les politiciens, tout ça, soient au courant de tout le travail qui a été fait, entre autres, dans l'ufologie du Québec. Je veux dire, ça fait 50 ans que de nombreux chercheurs, de nombreux groupes qui ont rassemblé des archives, de bonnes enquêtes, il y a des cas exceptionnels. Or, il n'y a aucun document qui présente l'ensemble des meilleurs cas du Québec si OK. on s'en tient uniquement à cela pour montrer à quel point c'est un sujet qui est très sérieux, qui est très présent et puis qu'il faut faire front un jour ou l'autre. En parlant de meilleurs cas, tu veux pas nécessairement dire les cas les plus croustillants, les cas qui ont, tu veux dire les cas qui ont été quand même, oui, spectaculaires, mais qui ont été enquêtés le plus scientifiquement possible. C'est ça que tu veux dire? Oui, dans le sens que faut que ce soit des enquêteurs sérieux qui aient enquêté ces cas-là. Il faut qu'il y ait plus qu'un témoin pour que ça soit plus facilement accepté. OK. Et s'il y a des preuves auxiliaires, c'est encore mieux. Et puis, en bout de compte, c'est que c'est pas n'importe quel ovni. C'est bien beau des petites lumières au loin où il y a toutes sortes de manifestations. Ça, c'est Non, mais les souvent fly-by, on oublie ça tout de suite parce qu'il n'y a rien à prouver là, là. Or, la commission, comme c'est écrit dans le document, voulait se restreindre uniquement au cas qu'il y a plusieurs témoins avec preuves auxiliaires, c'est-à-dire photos ou traces, et dont l'OVNI est un grand vaisseau vu de proche. OK, Alors comment là, est-ce que... dans ce temps-là, il y a plus de confusion, là. C'est comme par exemple, en décembre dernier, le 1er décembre, il y a quelqu'un de Notre-Dame-des-Lacs c'est trois voitures, à vrai dire, qui se sont faites survoler par une soucoupe de 60 mètres. Hmm. Alors, tu sais, ça leur a passé dessus. Ils pensaient que c'était pour les frapper tellement c'était proche, tellement c'était gigantesque. Et puis des cas comme ça, il y en a plusieurs au Québec. On a encore reçu un la semaine dernière. Ça s'est passé en 2009 ou 2010 sur l'autoroute 40 près de Berthierville. C'est plusieurs voitures, encore une fois, mais les témoins qui m'ont contacté sont deux. Ils roulaient tout paisiblement. C'était avant qu'il fasse noir. Et puis, sur la gauche, eux, ils allaient vers Québec. Ils ont vu le même genre de soucoupe que celle qui a été vue le 1er décembre 2014 près de Saint-Jérôme, c'est-à-dire une soucoupe d'environ 60 mètres qui est immobile sur le côté de l'autoroute. OK. Et puis, je le mentionne parce que Jean Cazot aussi a publié un cas qui date de 2009 sur le bord de l'autoroute 40 avec une soucoupe volante aussi grande. On se demande si c'est pas la même là quelque part. Donc, c'est pas des petits cas, ces choses-là. Là. C'est des affaires quand même assez hallucinantes. Mais au niveau des preuves, comment est-ce que tu voulais présenter ça là-dedans, toi, cette commission-là? Bon, mais pour bien des gens, même parmi certains de mes collègues, l'ufologie de témoignage n'est pas une preuve, n'est pas scientifique. Alors, les gens qui viendront au congrès UFO 501 les 23-24 mai prochains pourront entendre ma conférence, comme quoi je vais reprendre cette thématique-là, qu'au contraire, des témoignages, surtout quand il y a plusieurs témoins, surtout quand il y a des preuves auxiliaires, c'est très sérieux. Ça contient beaucoup d'informations, puis il faut les analyser de façon rigoureuse et en profondeur. Ben, c'est sûr, ça. Mais, regarde, ben, moi, j'encourage l'initiative de ça, cette commission-là, mais je veux dire, comment est-ce que, premièrement, là, c'est au neutre, là, de ce temps-là, là, je veux dire, tu as comme arrêté ces démarches-là, c'est ça? Bon, ce projet-là a été mis en suspens, dans le sens que là, le document, il va être accessible au public grâce à ton site, tout ça. Ouais. J'en parle en ondes finalement, après avoir rassemblé quand même de nombreux observateurs internationaux et canadiens qui s'étaient joints au projet. Or, il n'y a pas eu assez de participants, de spécialistes du Québec. Dans le sens, si c'est un projet qui veut présenter l'ensemble des bons travaux qui ont été faits au Québec, ça ne peut pas être juste le Garpan tout seul avec quelques spécialistes qui n'ont pas de groupe. Je pense notamment à Donald Cyr ou à toi aussi, Jean, qui avait offert de pouvoir collaborer sans nécessairement être membre de la rédaction, mais on voulait faire appel à tes services pour les recherches que tu avais faites dans le bout de Shawinigan. Exact. Mais c'est sûr que, regarde, si tu prends ça peut pas nécessairement être tout le temps des organismes non plus, parce que pas mal convaincu qu'il y a pas mal plus de gens au Québec qui font des recherches indépendantes que des recherches de groupe, là. Ça doit être pas mal comme ça partout ailleurs. C'est sûr, regarde, c'est clair, t'as le MUFON, t'as plein d'affaires, là. Mais je veux dire, regarde, nous autres, personnellement, ici, moi, on a fait des recherches, puis on n'a pas fondé d'association pour ça, là.
Non, mais justement, les chercheurs indépendants, il faudrait au moins qu'ils rendent plus accessibles leurs travaux. Et puis j'en profite pour annoncer que nous, au GARPA, on a lancé les éditions GARPA en début d'année. Ouais. Et puis on est déjà rendu avec 5 auteurs qui seront publiés d'ici la fin de l'été. S'il y a d'autres chercheurs qui veulent avoir une plateforme pour publier leurs travaux, ça serait important parce que c'est autant pour les autres chercheurs que pour le public. Ouais, c'est Mais ça. pour revenir à ta question, cher Jean, à propos de la suspension de la commission, bon, je réitère, là, ça se voulait un projet de groupe, c'était bien parti pour ça, ça pourrait se continuer s'il y a des gens qui se joignent à nous. C'est sûr que nous ne sommes pas financés. Déjà là, pour certaines personnes ou pour le public, genre, ça paraîtra pas sérieux, tu sais, on n'est pas la commission Charbonneau, ça coûtera pas des millions notre affaire ou des, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est quand même beaucoup de travail, ce type de projet-là, mais en bout de compte, nous voulions présenter un document à la fin de notre commission, après plusieurs étapes, qui ça serait intitulé Rapport public sur les opérations des OVNI au Québec de 1915 à 2015, parce il y a quand même des cas anciens, mais surtout en se concentrant sur les cas récents. Sur les quoi? Sur les cas récents. OK. Mais comment est-ce que tu voyais ça? Tu voyais ça plus comme le dépôt d'un rapport, toi, ou vraiment comme une commission? Ben, commission, c'est sûr, ça serait l'idéal, puis inévitablement, il faudrait être subventionné pour cela. En bout de compte, on s'approprierait un petit peu le titre de commission dans le sens, il n'y a pas beaucoup de chances que nous serions appuyés dans cette démarche-là. Non. Néanmoins, si nous sommes plusieurs chercheurs, puis que nous faisons le travail jusqu'au bout et que nous présentons un document bien étoffé, avec des illustrations, des statistiques, des analyses régionales de chacune des régions du Québec où il y a de l'activité OVNI, ça ferait quand même un document consistant. Et puis, en bout de compte, nous ferions une annonce officielle. Ben, voici, on n'a même pas été, disons, subventionné par le gouvernement. Ça ne nous a pas empêché de faire le travail. Nous avons rassemblé l'ensemble des bons travaux qui étaient faits depuis 50 ans au Québec et voici les résultats les plus éclatants, les plus incontestables. Nous l'offrons gratuitement aux médias et puis ça pourrait être aussi en vente, disons, pour le public, là, pour que ça nous rapporte d'une certaine façon, mais Ouais. ça serait remis au gouvernement de façon la plus officielle possible, dans le sens, nous le remettons, ainsi qu'aux médias. Puis là, je veux dire, comment les médias ne pourraient pas parler de ça. Parce que mon initiative, en fin de compte, elle n'est pas née de nulle part. C'est que durant toute l'automne, j'ai fait plusieurs recherches sur l'histoire de l'ufologie du Québec. J'en ai parlé lors de la dernière émission. Ouais, c'est ça. Comme quoi, j'avais fait d'une part une chronologie des organisations ufologiques et des ufologues. Ça l'a permis de voir l'ensemble des travaux de chacun, qu'est-ce qu'ils avaient fait, quelle était la qualité des travaux de ces personnes-là. Et puis, d'autre part aussi, j'ai pu faire une recherche une revue de la bibliographie des livres ufologiques du Québec. C'est comme ça que je me suis aperçu, ah, mais dis donc, il y a ça qui n'a jamais été fait, il y a ceci qui n'a jamais été fait, ça c'était bon, mais ça pourrait être amélioré. Et puis, comme par exemple, tu sais, si je te demande, Jean, toi tu connais quand même les livres du Québec, c'est quoi le meilleur livre d'ufologie du Québec? Ou encore, c'est quoi le meilleur livre qui présente les meilleurs cas du Québec? Y en a-t-il un? Ouais, non, il n'y en a pas, mais c'est parce que de la manière que ça fonctionne que j'ai remarqué, moi, au niveau de la littérature ufologique au Québec, parce qu'on va parler de ce qu'on connaît, parce que chez nous, c'est chez nous, là, Oui. c'est pas intemporel. Tu comprends-tu? Mettons qu'on prend des livres de Ferguson dans le temps, ou ben non, de Bourbeau ou de Cazot, même si on prend les livres d'un seul auteur, si on les prend en 1960 puis on les prend en 2010, c'est différent. On voit, oui, on voit Il y a une grosse évolution dans la manière de penser. dans la manière de penser, dans la manière de présenter les choses. Et puis, à notre époque, post-2000, avec Internet, les réseaux sociaux, l'accessibilité de tellement de données, on est vraiment dans un nouveau monde. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu... C'est ça, mais c'est parce que, mettons, tu prends un cas qui a été rapporté par un ufologue québécois, mettons, connu en 1965, tu vas prendre le même cas qui va être par un autre auteur connu en 2012. Ils vont faire tous les deux la même enquête, si tu veux. Ils vont arriver probablement à des résultats qui se comparent, mais le chemin pour y arriver va être totalement différent. Fait que je sais pas vraiment si ça se compare. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben, au contraire, moi, je portais à croire qu'un bon travaux a une certaine intemporalité, dans le sens, si les témoignages ont bien été pris, si les preuves auxiliaires ont été bien récoltées, puis qu'un rapport a été fait, Ouais, mais mettons ouais. qu'on parle uniquement du rapport de l'observation, je suis d'accord. Mais au niveau des conclusions, ça peut être totalement différent. Oui, ben, d'ailleurs,
tu sais comment que c'est au niveau des conclusions en ufologie? Qui a les conclusions de ce grand domaine énigmatique-là? La Non, non, plupart je des sais bien, énigmes mais que jamais- on peut quand même tous tirer des conclusions sur les travaux qu'on fait. Tu sais, mettons, je te donne un exemple personnel. Nous autres, on a vécu quelque chose en 1997. Bon, ben, nos conclusions sont que ça devrait être quelque chose du genre, tu sais. On a allumé là-dessus, on a fait beaucoup de recherches, on a des photos, des vidéos, on a des témoins, on a plein d'affaires. Donc, ça nous amène à tirer les conclusions que telle affaire. Mais dépendamment de la technologie dans laquelle on vit, avec deux cas qui ont 70 ans de différence, je ne sais pas si les conclusions vont être les mêmes. Bien, C'est parce que qu'est-ce qui est important, c'est le rapport. Oui, garde, je ne veux pas te couper, Diane, là, je garde. Les t'en prie. conclusions sont le rapport de l'observation. Tu as deux personnes qui ont vu, mettons, je sais pas moi, deux personnes qui ont vu une soucoupe volante de 3 mètres qui a fait telle affaire. Tu peux avoir exactement le même rapport 70 ans après, mais les conclusions sont importantes aussi parce que la technologie a tellement changé dans ces 70 années-là que ça peut nous amener à penser autrement pour conclure, sans nécessairement dire que c'est la vérité, les conclusions. Tu comprends-tu ce que je veux dire? ben, vois-tu, je commence à avoir de l'expérience en ufologie, puis nous manifestons davantage de probité, tant au Garpan que pour cette commission-là, dans le sens, on s'aventure pas jusqu'aux conclusions, nous autres. OK, Ou plutôt, on se réduit à la conclusion la plus élémentaire possible. OK. De là à savoir qu'est-ce que sont ultimement les ovnis. Ah non, mais c'est pas de ça que je parle non plus. Tu sais, si, mettons, c'est parce qu'au niveau technologique, on est influencé par qu'est-ce qu'on voit, donc les témoins sont influencés par qu'est-ce qu'ils voient. Mais ça va jusque dans la description du cas, qui a 70 ans entre les deux cas. Tu sais, Oui. je te donne un exemple totalement stupide, OK? Il y en avait déjà, mais mettons qu'on dit qu'il n'y en a pas. En 1960, ça peut être un hélicoptère au loin qui va faire ci, ça, ou un vaisseau américain. Je te garde, donne-moi un petit peu, là. Non, mais c'est pour ça que, à vrai dire, tu sais, la conclusion élémentaire, on la connaît déjà, même au départ de la commission. Puis la commission voudrait le prouver dans le sens. Il n'est plus question de c'était-tu un hélicoptère ou un avion. Non, non, on se réduit au gros cas. Les gens ont vu un triangle, comme disons le 4 mai 2014. OK, Il y a de eu quoi 2 ans. de totalement hétéroclite qui se compare à rien, même v'là 70 ans. C'est ça? Des gens ont vu un grand vaisseau de proche. Ça OK. avait plus que 10 mètres. C'était un triangle, c'était une soucoupe, c'était une grande sphère. Il y a plusieurs témoins, il peut y avoir des photos. Alors, la conclusion élémentaire est très simple. Puis c'est ça qui s'est toujours pas rendu à l'oreille de l'ensemble du public OK, ou des OK. instances d'autorité, c'est que il y a des grands objets dans notre espace aérien qui ne sont pas de technologie humaine. Il y a de nombreux témoins, il y a de nombreuses preuves. Puis, je veux dire, c'est incontestable. Il faut juste faire face à la musique à partir de là. Non, c'est Et ça, puis, mais c'est parce c'est sûr que... que l'ufologie, c'est un grand domaine. Il y a toutes sortes de choses, les enlèvements, tout ça. Mais si on se réduit à la plus simple expression, il y a de nombreux cas, juste au Québec, puis ça, c'est sans compter dans le monde entier, de ces grands engins-là, grands triangles de plus que 60 mètres, grandes soucoupes. Je veux dire, ça reste incontestable. Regarde, au niveau de l'ufologie, mettons qu'on veut mettre ça super basique dans le sens que tu l'entends, là, c'est que sans aller du côté ésotérique, enlèvement, tout ce que tu voudras, en restant juste dans, entre guillemets, dans la patente en tôle, là, on a des preuves épouvantables depuis 70 ans, puis ça, c'est la grandeur du monde, là, c'est ça. Là. Puis si on veut commencer à faire admettre peut-être à des politiciens, comme tu disais tantôt, que les enlèvements sont une chose possible, il faut commencer par leur démontrer que la patente en tôle, elle existe. Ben, il faut commencer par la base. Moi, j'appelle pas ça des patentes en tôle nécessairement, dans le sens, je comprends ce que tu veux dire, on appelle ça Un objet l'ufologie, physique, tôle là. et C'est boulons. ça, c'est ça. Mais même à ça, en gros, c'est qu'il faut commencer par la base. C'est un grand domaine, on peut pas. Concentrons-nous sur les preuves les plus factuelles, les plus incontestables, puis à partir de là, si le public, si notre interlocuteur, si le public de l'OVNI Show nous suit, là, on va aller dans, pas dans la commission, mais dans la conversation ou dans d'autres types de travaux, vers des sujets plus subtils. Ben c'est ça. Tu sais, mais au départ, il faut commencer par faire admettre à la masse scientifique et politique que le phénomène existe. Tu sais. Fait Faut leur faire admettre publiquement. Tu sais, comme j'ai été complètement viré à l'envers quand j'ai appris, il y a 2 semaines, qu'il y avait un militaire américain qui avait été capable de réussir à se faire indemniser d'une maladie qui dit qu'il a eu quand il était militaire, parce qu'il a été en présence d'un ovni.
Ah oui, Je trouve ça hallucinant, moi, que le gouvernement américain ait reconnu ça. Ben, regarde, il y a deux choses l'une. Première des choses, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement reconnu que les extraterrestres et les ovnis existent. Puis ils ont peut-être juste voulu qu'ils fassent faire ma boîte en passant que, OK, garde, on va te payer tes indemnités, puis arrête de publier ça dans les journaux. Ça veut pas nécessairement dire que c'était vraiment un objet extraterrestre avec lequel il a été exposé pour sa santé, ça lui. peut être plein d'autres choses. Ben, ça peut être n'importe quoi, mais lui, il disait que c'était un ovni, fait qu'ils ont décidé de l'indemniser. Mais avoir le mot ovni, accord, indemnisation dans la même phrase pour le gouvernement américain, c'est quand même assez extraordinaire. Là, ben oui, tout à fait. Puis de toute façon, c'est que depuis l'an 2000, il y a eu de nombreux avancements au niveau de l'ufologie mondiale et au Québec, comme je disais tout à l'heure. Mais si on pense à l'ufologie mondiale, maintenant, il y a plus qu'une douzaine de pays occidentaux qui ont révélé leurs archives. Chaque fois qu'ils présentent leurs archives, c'est des dizaines de milliers de dossiers. Ouais. Et puis, ben, pour nous autres, si je parle de 2000, tout ça, puis de l'avancement qu'il y a eu depuis ce temps-là, c'est que, bien entendu, on s'est inspiré d'un projet qui a déjà existé, que les gens ont reconnu la pertinence et parlent toujours en bien. Il s'agit du rapport Cometa. Ben, c'est ça, je vous laisse qu'on s'en aille là tantôt, parce que dans le fond, ce que tu veux faire, c'est ça. C'est un genre de rapport Cometa qui s'inspire tant de la forme, parce qu'eux-mêmes ont fait un document qu'ils ont présenté au gouvernement. C'était la première initiative dans la au monde. Puis dans la francophonie, ça ne s'est pas répété depuis ce temps-là. Puis c'est pour ça que je considérais, puisqu'on a déjà l'information au Québec, puisqu'on a déjà tant de recherches, puis des bons cas, pourquoi pas faire quelque chose de semblable? Néanmoins, en travaillant sur la chose, c'était juste un plan de départ. Bien entendu, le document d'une telle commission se penserait en groupe. Moi, j'ai juste lancé l'idée, puis à partir de là, nous aurions pu cheminer vers ce que le groupe voudrait faire. OK. En gros, le rapport Cometa, il était divisé en 3 parties. Il commençait d'abord par présenter 17 cas très solides, incontestables, avec de nombreuses preuves pour montrer une certaine variété du phénomène. Dans la deuxième partie, c'était l'état de nos connaissances, où en est rendu les organisations ufologiques, comment les scientifiques ont réagi par rapport à ça, c'est quoi les rapports avec les médias puis la politique. Puis la troisième partie, pour eux, parce que le sous-titre du rapport Cometa, c'était les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer? Alors, toute la troisième partie, c'est les ovnis et la défense. Okay. Or, nous, évidemment, comme le Garpon, on se présente comme un groupe d'ufologie civile professionnelle. Puis chaque fois que je parle d'ufologie, j'essaie toujours de bien distinguer l'ufologie civile de l'ufologie militaire. Alors, bien entendu, ça nous arrive d'avoir certaines informations ufologiques qui touchent aux militaires, comme disons des gens qui ont eu une observation, puis 5 minutes après ou 10 minutes après, il y a les hélicoptères ou les jets de l'armée qui arrivent, que ça soit... puis parfois, c'est pour des soucoupes, mais parfois, c'est même pour des boules lumineuses. Alors, on se demande comment ils peuvent les détecter, là. Mais tout ça pour dire que nous, dans notre rapport qui se voudrait ufologique civil à remettre au gouvernement, nous n'axerions pas toute la perspective vers la perspective militaire. À quoi doit-on se préparer? Puis les hypothèses qui entourent ça. À vrai dire, on considère davantage, puis je pense que des gens comme M. Cazot se rangeraient à mon opinion, c'est que puis je le dis très clairement, là, quant à moi, c'est biaisé. C'est une façon d'amocher un petit peu le sujet. C'est parce que de nombreuses observations ne sont pas faites par les militaires, ne sont pas faites sur des bases militaires, puis... c'est la majorité, dans le fond. Ben, c'est ça, la grande majorité. Puis quand on compare les deux types d'expériences aussi, d'une certaine façon, les observations qui concernent le public, soit qui étaient en voiture ou dans leur cour arrière ou dans leur maison, c'est des cas qui sont très, très, très riches. Il y a de la bonne information, mais c'est pas le type d'information qui intéresserait les militaires. Non. Puis c'est pour ça aussi, quand ils enquêtent ces cas-là, ils en font pas grand-chose parce que pour eux, c'est pas ça qu'ils cherchent. Mais de toute façon, tu sais, tantôt tu disais qu'il y a beaucoup de pays qui déclassifient des documents, des rapports d'observation d'OVNI. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 3 ans, je pense que le FBI avait, ou la CIA, je pense que c'est l'FBI, avait déclassé tous les rapports d'observation d'OVNI qu'il y avait eu. Te rappelles-tu de ça? Les États-Unis l'ont fait à plusieurs reprises, mais ils l'ont toujours pas fait en entier. Là. Non, c'est sûr. Mais de toute façon, c'est parce que je pense que c'était comme les premiers. Il faudrait checker dans nos notes, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont déclassé un puissant tapon de dossiers. Puis c'était juste des rapports d'observation. J'ai fait l'exercice je les ai toutes lus. Je me les ai toutes tapés. Moi, te dire de quoi, j'ai absolument rien appris là-dedans. Puis ça m'a pris 2 semaines lire 250 000 pages écrites à la main.
Bon, ben, ils ont gardé toutes les meilleures pour eux autres, hein? Mais de toute façon, il n'y avait rien là-dedans. Ben, Tu c'est sais, ça, ils ont gardé les meilleurs, puis ils ont publié le reste, puis en fin de compte, c'est une entreprise de désinformation. Cependant, c'est pas tous les pays qui ont procédé comme ça, puis il y a certaines archives nationales qui concernent des cas vraiment intéressants. Ouais, non, mais il y avait des cas intéressants, mais il y avait absolument rien concernant la démarche de ce que le gouvernement américain avait pu faire avec ça. C'était juste, mettons, le mardi 2 avril, Léopold Tremblay a vu une boule au-dessus de sa grange. C'est juste ça que c'était? Ben, c'est d'ailleurs ce que M. Jean Cazot m'a répondu par courriel. Il m'a répondu des commentaires très éclairants pour la suite des choses. De son côté, il ne croit pas à un tel projet de commission au Québec. Peut-être parce qu'il n'y avait pas tous les détails de comment on voulait procéder, ou peut-être qu'il voit d'une façon très grande, parce que de son côté, Jean Cazot a dit qu'il faudrait 150 millions pour faire une telle commission. Nous n'avions pas de telles ambitions. Dans le sens, ça serait pas de... Parce qu'il mentionnait aussi qu'il faudrait comme aborder l'ensemble de tous les aspects du phénomène pour en faire une commission comme absolue. Nous, ça serait pas notre initiative. Ça serait au contraire. On se concentre, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les cas de grands vaisseaux vus de proche. Mais ce qu'il déclarait aussi, pour reprendre ton propos, cher Jean, c'est que, attends, je vais vous le lire, il dit... Pas un gouvernement ne risquerait de faire la soupe aux choux avec ces petits cerveaux de la gauche journalistique, on reconnaît l'humour de notre ami, qui ont toujours éclaté de rire avant que le mot OVNI ne soit entièrement prononcé. Puis là, il rajoute, au fédéral, le gouvernement a signifié l'arrêt de toute collecte en 1991 et a fait la remarque que de toute façon, ce n'était que collecte sans analyse, comme tu dis à propos des documents américains que tu as lus. C'est ça. Fait que, évidemment, c'est utile, mais il était où le travail de fond derrière tout ça? Ouais, non, mais c'est parce que mettons qu'il faut prendre ça à un autre niveau. Dans le sens que ce que Jean dit, c'est que oui, ça pourrait être utile, mais il faut que ça soit écouté. Tu sais, comme le rapport Cometa, c'est bien intéressant de la façon qu'ils ont présenté ça, puis tout, mais regarde, on est quoi, 10 ans après, là? 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, puis regarde, c'est mort de ces belles lettres mortes, là, tu sais, je veux dire, on n'entend plus parler de ça. On se sert même pas de ça comme référence pour rien. Ben, au contraire, c'est un des documents qui est le plus invoqué, dont la rigueur est le Oui, ça, je te l'accorde, mais je veux dire, ce qu'il y a dedans, on s'en sert pas. Non, puis ben, de toute façon, vers la fin, un petit peu plus loin, je dirais les critiques qu'il y a à faire par rapport au rapport Cometa. Ben vas-y, tout de suite. C'était très bien, mais il y a quand même certaines déficiences. Puis dans notre projet, justement, on voulait améliorer sur ces petits aspects-là. Comme entre autres, ils n'ont pas mis les statistiques. Ils n'ont pas fait d'analyse régionale, peut-être parce que la France était trop grande d'une façon, mais tandis que nous, au Québec, toutes les observations sont au sud de la province, fait qu'il y a moins de régions. Mais c'est très important, ça, l'analyse régionale. Ensuite de ça, ils ont trop abordé dans la perspective les ovnis et la défense, une perspective aéronautique et militaire, ou encore les premiers témoins ou rapports qu'ils présentent, c'est toujours des pilotes ou des astronomes. Or, quant à moi, les meilleurs témoins, là, c'est ceux qui étaient assis dans leur cour arrière ou qui étaient en voiture, puis qui ont eu, comme je disais tout à l'heure, une soucoupe de 60 mètres à 40 mètres de eux. Ben, entre ça, puis un astronome qui n'a pas vu grand-chose, ça se compare pas vraiment. Ouais, mais il faut garder en tête, par exemple, qu'en France, c'est pas géré comme nous autres. Eux autres, ils ont le GEPAN qui s'ingère un peu partout, souvent. Il y a mon bon ami Christian Comtesse qui nous en parle souvent des réactions du GEPAN par rapport à l'ufologie vraiment ou sur le terrain. Donc, peut-être qu'ils ont frappé une coupe de nœuds, là, le rapport Cometa. Là. Ben, dans le rapport Cometa, il y avait plusieurs recommandations. L'une d'elles était qu'il faut le phénomène existe, il faut l'étudier, puis il faut subventionner l'organisme d'État. À l'époque, c'était passé du GEPAN au CEPRA. Ouais. Et puis ensuite de ça, c'est revenu le GEPAN. Mais quand on regarde l'audit du CEPRA, parce que en l'an 2000, ils ont changé de nom. Ils ont gardé les mêmes lettres, mais ils ont changé de nom. Au lieu d'être des phénomènes de rentrée atmosphérique, comme si les ovnis venaient juste comme du ciel, ils ont changé de nom pour le service d'expertise sur les phénomènes rares aérospatiaux. Or, quand on regarde l'audit du CEPRA, qui est un document qu'ils ont fait entre les deux changements de nom, ils disent qu'il y avait le directeur et un secrétaire, c'est-à-dire 2 personnes, puis qui faisaient environ 2 enquêtes par année. Okay. Alors, le rapport Cometa, une de ses recommandations, c'était de subventionner un groupe officiel, institutionnalisé, mais de 2 personnes qui font 2 enquêtes par année. Encore là, c'était pas tellement sérieux. C'est parce que c'est pas assez, de toute façon. Là. Ben non, si on compare un groupe comme le Garpan ou la QU, on fait bien plus d'enquêtes que ça. Ouais. Mais si je reviens pour rapidement faire ma critique rapide des points que j'ai remarqués du rapport Cometa,
outre celui que je viens de mentionner. Une autre chose, c'est qu'ils véhiculent des préjugés qui sont là depuis le début de l'ufologie. Un de ces grands préjugés-là que je déteste absolument, c'est que supposément de l'ensemble des observations, il y a toujours un 5, eux ils disent 4 à 5% d'observations non inexpliquées. Or, c'est totalement faux. Il C'est suffit de plus dans le regarder. 10 à 15, là. Encore là, ça, pour moi, c'est un préjugé. Ça, c'est toujours les mêmes données qui ont dit sans arrêt. Mais quand on regarde les groupes sérieux qui font de nombreuses enquêtes, la proportion est beaucoup plus grande. C'est au-delà de 50%, puis c'est au-delà de 60%. Parce que de toute façon, les groupes sérieux reçoivent beaucoup de notifications, se concentrent sur les meilleurs cas, puis tu sais, quand tu as, disons, une trentaine de cas sérieux qui est sur les étagères du groupe, on est plusieurs personnes à enquêter, ça avance peu à peu, puis qu'on continue à recevoir des signalements, mais c'est sûr que les petites lumières vues au loin, ils ne rentreront pas en priorité. Non. On a des gros cas sérieux. Fait qu'en bout de compte, en bout d'année, lorsqu'on fait nos rapports, puis qu'on a gardé l'ensemble des cas sérieux, puis bien évidemment, on rajoute les cas qui ont été élucidés, la proportion est... En tout cas, ça, c'est un autre point. L'autre chose, pour faire ça vite, le rapport comme état n'est non illustré. Or, un dessin de témoin ou de plusieurs témoins qui ont vu quelque chose de proche, une image vaut 1000 mots. Ensuite de ça, il n'y a aucun calcul, aucune mesure. Ça, c'est un des points que nous voulions mettre dans notre commission, rajouter pour donner un apparat scientifique à tout cela, dans le sens, lorsqu'on va sur place avec les témoins puis qu'on prend des mesures, c'était à quelle distance, c'était comme en gros, nous, on a des techniques grâce à des instruments d'arpentage pour évaluer la grosseur apparente. OK, minimum ou maximum. Ben, la soucoupe était entre 30 mètres de large ou 55 mètres de large. Tu sais, ça reste que c'est plus que... Ben, c'est approximatif, mais c'est plus précis que de dire c'est gros comme. Là, tu sais. Puis on peut faire la même chose pour les vitesses. Tu sais. Alors que si l'OVNI allait entre 500 et 700 km/h, ben, ça reste que c'était pas un hydravion. Et puis, deux dernières choses. Une de leurs conclusions, c'est que la seule explication scientifique acceptable, selon eux, c'est l'hypothèse extraterrestre. Alors, il faut croire que l'ufologie a fait un grand bout de chemin en 15 ans, parce que même parmi mes nombreux collaborateurs internationaux, il y a peu de gens qui oseraient s'exprimer comme cela. Ouais. Mais en gros, c'était mes critiques que j'avais à faire du rapport comme État, puis comme quoi, oui, c'est un bon document, oui, il faut le défendre, mais il convient à l'avenir de faire mieux que le document le plus respecté à l'heure actuelle. OK, mais toi, dans le fond, là, en terminant, Yann, il se passe quoi avec ça, là? Ben, il se passe que là, il y a tous les auditeurs qui vont en entendre parler. Le document va être rendu public, on le mettra sur notre site aussi. Peut-être que nos collègues québécois vont dire ah, ben oui, ça a du sens en fin de compte. Seul un travail d'équipe va mener à un travail d'effort collectif. Je veux dire, c'est pas un groupe individuel qui pourrait juste présenter ça au gouvernement, ça marcherait pas. Maintenant, le projet est connu du public. Si nos collègues québécois veulent se joindre à nous, s'il y a des gens des scientifiques, des gens du public, des gens qui voudraient peut-être même subventionner un tel projet, n'hésitez pas à communiquer avec nous par notre site garpan.ca. On a tout l'avenir devant nous, on a des années encore. Tu sais, je veux dire, d'une certaine façon, il n'y a rien qui... Mais il n'y a pas de deadline, de toute façon. Là. OK, en conclusion, Yann, donc la commission est en suspens, mais pas les activités du Garpan, par contre. Non, bien entendu. Ça roule même à 100 000 à l'heure. Comme j'ai dit, on a parti les éditions Garpan. On a plusieurs livres qui vont être publiés d'ici la fin de l'année, d'agréables surprises. Si jamais la commission, durant la prochaine ou deuxième année, que j'ai pas vraiment de collaborateurs ou d'appui du public ou de scientifiques qui se joignent à nous, ben c'est simple. Tous les travaux que nous avons faits pour cette commission, parce que nous en avons fait beaucoup jusqu'à présent en étudiant l'ufologie du Québec, seront publiés, seront recyclés en fin de compte à titre d'ouvrage du Garpan, qui auront la même rigueur, ça sera accessible au public, et puis, sait-on jamais, ça sera dans 50 ans, quelqu'un va pondre le même projet, mais un jour, ça l'aboutira. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. L'OVNI Show.